Anne-Sophie, ça me paraît. J'aurais envie de vous poser la question en rebondissant un petit peu sur la dernière question de Marlène Laruelle. Y a-t-il une stratégie d'adaptation aux opinions? Effectivement, quelle est cette stratégie? Alors, effectivement, disons l'arrivée d'un personnage comme Elon Musk sur la scène politique, son influence sur Donald Trump, leur influence sur les extrêmes droites européennes, on va essayer de déconstruire un petit peu les différents réseaux et canaux à destination de l'opinion publique internationale. Vous avez travaillé sur l'Atlas Network. Alors peut-être une première question que j'aurais envie de vous poser, tout le monde ne sait pas ce qu'est l'Atlas Network. Est-ce que vous pourriez le décrire? Quels sont ces réseaux? Et peut-être on va comprendre assez vite avec vous que ces stratégies ne sont pas nées avec les dernières élections. Oui, alors je vais essayer d'être rapide parce que c'est un rapport de 57 pages que je vais vous résumer. En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur le réseau Atlas un peu par hasard. L'Observatoire des multinationales, c'est donc un média en ligne qui s'intéresse particulièrement au lien entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et à l'origine, on m'avait demandé de chercher si de grands milliardaires aux États-Unis avaient une influence sur la politique en Europe et notamment sur l'extrême droite européenne. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la politique est quand même très largement influencée par des milliardaires qui s'organisent beaucoup entre eux pour diriger leur financement à tous les niveaux de l'influence politique, c'est-à-dire du financement des universités au financement des politiques en passant par les financements de think tanks. Donc moi, je regardais particulièrement les frères Koch, qui ne sont pas du tout connus en France, mais qui ont un poids extrêmement fort aux États-Unis, puisqu'ils ont financé toute une myriade de think tanks qui influencent la politique américaine et qui relèvent du libertarianisme. Donc je n'étais pas trop sur l'illibéralisme, l'origine, la pensée politique des frères Koch, qui va être en lien avec la Société du Mont Pèlerin de Frédéric Hayek, c'est l'idée qu'il faut moins d'État, beaucoup moins d'État. Eux, ils ont fait fortune dans les produits pétroliers, ils ont été très régulièrement sanctionnés pour des violations et des régulations environnementales, pour des problèmes de corruption. Enfin, ils ont une détestation de l'État qui, pour eux, empêche de faire du business. Et donc, leur projet politique, c'est moins d'État. Et donc, j'ai commencé à regarder s'ils avaient des liens avec des partis politiques en France, ce que je n'ai pas forcément trouvé, en tout cas pas de lien financier direct. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est pas ce que j'ai trouvé. En revanche, je me suis donc penchée sur la manière dont ils avaient essayé d'influencer le débat public aux États-Unis à travers des think tanks. Et c'est là que j'ai trouvé le réseau Atlas, qui a été largement financé par les frères Koch et d'autres milliardaires aux États-Unis et d'autres entreprises du pétrole, du tabac, du secteur de la finance. C'est un réseau qui a été créé en 1981, qui est basé aux États-Unis, mais avec l'idée de répandre partout dans le monde, comme aux États-Unis, des think tanks et autres organisations qui allaient avoir une influence politique, mais sans être directement politique, en influençant le climat des idées. L'idée, c'est que les hommes politiques passent. Enfin, évidemment, aux États-Unis, ils vont continuer à financer des candidats quand ça les arrange, mais il faut aussi s'assurer une base idéologique. Il faut faire changer l'idéologie de la société. Et pour ça, il y a des techniques à mettre en œuvre. Alors, moi, j'ai longtemps travaillé en ONG. Hein, j'ai absolument rien contre le fait d'essayer d'influencer l'opinion publique. Ce qui est un peu particulier avec les projets des libertariens et de toute cette galaxie, c'est que leur changement de société, il bénéficie à une minorité. Puisque c'est une société qui est celle voulue par les milliardaires, donc avec très peu de régulation, avec une vision du monde extrêmement inégalitaire, climato-sceptique, parce qu'évidemment, ça profite à leurs affaires, hein, les politiques climatiques, contre les impôts, parce que la redistribution, ils n'en veulent pas, puisque évidemment, comme ils gagnent plus, ils contribuent plus, donc ça ne les arrange pas. Donc c'est une vision du monde qui va à l'encontre de l'intérêt général, voire du consensus scientifique dans le cas du climat. Donc, pour l'imposer, ils sont obligés de recourir à des techniques d'influence qui relèvent de la manipulation ou de la désinformation. Donc, c'est en ça que c'est extrêmement problématique. Et le réseau Atlas, depuis 1981, travaille à monter, mettre en place, financer, mais surtout soutenir par des formations, des accès à des bailleurs, de la mise en réseau, des concours, différentes organisations partout dans le monde, y compris en France,
pour faire une typologie des types d'organisations, il va y avoir des think tanks, donc des laboratoires d'idées qui vont produire des notes à destination des politiques, faire du lobbying, mais aussi être extrêmement présents dans les médias, se présenter comme des experts indépendants, alors qu'ils ne le sont pas du tout, pour pousser certaines idées, par exemple faire goûter de la réalité des changements climatiques, ou pour expliquer que l'imposition va nuire au développement économique, ou que les riches payent déjà trop d'impôts, etc., etc. Il y a aussi tout ce qui relève de l'astroturfing, donc d'organisations qui sont présentées comme représentant un mouvement populaire, mais qui en fait ont été fondées par quelques grandes fortunes dans le pays. Donc par exemple, il y a tout le mouvement des Taxpayer Associations, donc association de contribuables, en France ça va être contribuables associés, ou qui se présentent comme représentant les intérêts du pauvre contribuable écrasé d'impôts, mais qui, quand on regarde, ont derrière eux des entrepreneurs et des personnes, en tout cas en France, liées à la droite et à l'extrême droite, très engagées en politique. Donc, ils ne sont absolument pas des associations de la société civile telles qu'on l'entend actuellement. Et puis, le troisième élément, c'est la formation de leaders et de représentants dans l'opinion publique. Aux États-Unis, ça va être le modèle du Leadership Institute qui a formé plus de pas loin des 300 000 jeunes formés maintenant, qui repère des talents. Donc ça, c'est une action de plus long terme. Il repère des talents et il les forme qui s'engagent en politique, dans les médias ou sur, on va dire, ce qu'il appelle l'entrepreneuriat civique. En politique, par exemple, le plus connu, ça va être Mike Pence, qui a été président de Trump lors de son premier mandat, qui est passé par le Leadership Institute. Dans les médias, ils ont formé pas mal de gens qui sont ensuite fini à Fox News. Et dans les entrepreneurs civiques, on va retrouver des représentants de mouvements contre l'avortement ou des Moms for Liberty qui s'opposent à toute éducation sur les questions de genre ou de lutte contre le racisme dans les écoles. Et il y a un Français qui a fait un stage au Leadership Institute en 2000, qui s'appelle Alexandre Devey, et qui ensuite est venu répliquer le modèle en France. Donc, il a créé l'Institut de formation politique en 2004 en France, qui a la même chose, qui a exactement le même système de formation courte au libéralisme économique et à une vision sociale extrêmement conservatrice, et par lequel vont passer des gens comme Charlotte Dornelas, qui est journaliste, je ne sais plus où elle est aujourd'hui, mais qui était à CNews pendant longtemps, comme Thaïs Descuffon, influenceuse sur les réseaux sociaux, Tradwife, ou comme Maglone de Gestas, qui est une journaliste du Figaro, et puis un certain nombre de jeunes engagés en politique à droite et très à droite. On peut penser par exemple à Samuel Lafont. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une galaxie. Donc, l'idée du réseau Atlas, c'était de soutenir ces mouvements-là en les mettant en réseau. En France, c'est très visible, c'est-à-dire que c'est des organisations qu'on a identifiées. Donc, ils ont c'est très peu de personnes en fait qui passent d'une organisation à l'autre. Parmi les think tanks, donc il y a l'IFRAP, l'Institut de recherche sur l'administration publique, l'IREF, donc je vous ai cité déjà contribuables associés dans l'astroturfing, IFT pour la formation des futurs leaders. Et donc, on a une minorité de personnes qui passent d'une organisation à l'autre, qui donnent l'impression, donc, beaucoup de gens disent la même chose, alors en fait, ce sont toujours les mêmes personnes, qui vont avoir des présentations assez biaisées des faits, voire hors du consensus scientifique quand on est sur des questions climatiques, et qui influent sur le climat des idées. Globalement, en France, c'est pas le pays où le réseau Atlas s'est développé, on va dire, a eu le plus d'influence. Parce qu'au niveau mondial, par exemple, il y a beaucoup d'instituts du réseau Atlas qui ont largement soutenu la candidature de Javier Milei, et on peut dire que ça a été un énorme succès. En France, il y a quand même encore quelques éléments de résistance, mais depuis la publication de ce rapport, j'ai l'impression que ces éléments de résistance sautent de plus en plus vite. On va dire que ça a été très longtemps assez difficile de développer ce mouvement en France. À partir des années 2010, et ça se voit notamment dans les passages médias ou dans la reprise par les médias et les politiques de leurs éléments de langage, il y a une accélération qu'il y a plusieurs facteurs que je n'ai pas forcément tous identifiés. En tout cas, clairement, le rachat de nombreux médias par Vincent Bolloré et des personnes très conservatrices aide parce que ça leur fournit une plateforme pour s'exprimer. Et par ailleurs, d'ailleurs, ça fournit à ces médias aussi un contingent pour fournir du contenu en permanence. Le développement des chaînes d'information en continu, parce qu'il faut savoir que les chaînes d'information en continu sont tout le temps en train de chercher des intervenantes et intervenants. Par exemple, si on prend l'IFRAP, Agnès Berger-Mousinier, je pense qu'on ne dit jamais non à une
sollicitations. Donc, ça leur permet de s'exprimer très régulièrement. C'est des bons clients, ils ont des éléments de langage très simples, pour ne pas dire simplistes. Et donc, en France, ça contribue à faire évoluer le climat des idées avec cette double perspective à la fois, il faudrait que je développe, mais en tout cas, il y a beaucoup d'intérêts économiques derrière, donc on va sur qu'est-ce qui va intéresser les entreprises et les grandes fortunes aujourd'hui. Donc, ils vont beaucoup se battre, encore une fois, contre l'impôt sur la fortune, contre toutes les lois qui vont entraver les perspectives des investisseurs immobiliers, des choses qui ne profitent pas aux citoyens lambda. Et la deuxième jambe, c'est vraiment le côté ultra-conservateur, je pourrais développer, mais en tout cas, il y a plusieurs éléments qui expliquent ça, mais une chercheuse avec qui je travaillais, qui travaille sur le sujet aux États-Unis, me disait que c'est quand même beaucoup plus facile d'exciter les gens sur le racisme que sur la dérégulation bancaire. Et donc, ce lien avec des thématiques conservatrices qui vont être plutôt la lutte contre l'avortement aux États-Unis, plutôt l'islamophobie en France, vont permettre de polariser et de cristalliser une opinion autour de mouvements qui ensuite vont défendre des politiques qui ne profitent pas à la majorité. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais envie pour rebondir sur la question française, on a été médiatisé il y a quelques mois l'intention d'un projet Périclès qui s'est d'ailleurs mis en place, donc des liens entre différents hommes d'affaires. Donc ça a été révélé par le journal L'Humanité. Le Monde est revenu dessus récemment avec les liens justement entre certains hommes d'affaires et l'extrême droite française. En sachant que même ce qu'on pouvait en retenir, c'est que d'après cet article, c'est que le Rassemblement national n'était pas, disons, ou du moins ses dirigeants n'étaient pas forcément ceux qui étaient le plus crédibles pour un certain nombre d'hommes d'affaires qui cherchaient à faire monter quelques figures liées à l'extrême droite, et notamment, beaucoup, on parlait davantage de Sarah Knafo que de Marine Le Pen. Y a-t-il, je vais vous poser la question très benoîtement, y a-t-il un lien direct entre Périclès et la TAS Network, même s'il y a effectivement des idées qui sont reprises? Est-ce qu'on est dans une espèce d'équivalence entre le projet Périclès, dont on parlait d'un financement jusqu'à 150 millions, ce qui paraît énorme au vu du financement de la TAS Network, qui, si vous aviez l'occasion de rappeler le chiffre de financement global, je crois qu'on est à beaucoup moins. Et quelles sont les proximités? Est-ce qu'on peut, au-delà de l'Atlas Network lui-même, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des enfants de l'Atlas Network qui soient autonomes ici en Europe? Oui, alors ça m'a fait sourire de voir ce projet sortir juste après le rapport. Le lien avec la classe network, c'est que en termes d'idéologie, il y a beaucoup de choses qui vont être financées par le projet Périclès. Enfin, il y a, par exemple, Contribuable Associé va bénéficier de financement pour avoir eu des entretiens avec des gens qui sont liés à ces réseaux-là. Clairement, là, en ce moment, toutes les organisations vont aller chercher du financement Périclès. Donc oui, il y a un lien idéologique. Alexandre Peset, qui est directeur de l'IFP, qui est président de Contribuable Associé, qui a fait son stage au leadership aussi, donc qui est très intégré dans cette sphère conservatrice entre la France et les États-Unis, et c'est, alors, je ne sais plus quel a été son poste auprès de, enfin, en tout cas, a été impliqué dans le projet Périclès, directeur de quelque chose, en tout cas, il est en lien avec ce terrain. Donc il y a clairement un lien. Ensuite, pour moi, le projet Périclès, c'était un petit peu la version minimale de ce que font les frères Koch aux États-Unis. Charles et David Koch, enfin David Koch est décédé, donc c'est Charles Koch. Donc c'est un peu plus large que ça, parce que finalement, la partie réseau Atlas, think tank, etc., c'est la partie qui va financer le climat des idées. L'influence des frères Koch aux États-Unis, elle se fait de la conception académique au vote des lois, c'est-à-dire qu'ils financent ils ont beaucoup de financement universitaire. Il y a tout un projet qui s'appelle Uncock My Campus, qui a visé à obtenir les contrats de financement des universités par les milliardaires et qui montre comment ça a influencé le contenu des formations, des professeurs, etc. Donc ça influence vraiment la production académique aux États-Unis. Et puis ensuite, il y a toute cette partie think tank lobbyiste, et ensuite ils vont financer directement des candidats. Donc en fait, ils ont une influence de la création des idées à leur pousser dans la sphère politique, dans la sphère médiatique, dans la société civile. Et ensuite, ils financent aussi ceux qui vont signer les lois et les décrets. Et quelque part, pour avoir beaucoup bossé sur les États-Unis, moi, 150 millions, ça m'a vraiment pas paru beaucoup. C'est-à-dire que ça m'a paru absolument minimal. Bon, alors je sais pas s'il faudrait donner ce genre d'idée, mais clairement, la force qu'ils ont aux États-Unis, et qui s'est beaucoup cristallisé au moment de l'élection d'Obama, parce que ça, c'est quelque chose qui a vraiment pas plu aux milliardaires,
c'est leur organisation, c'est-à-dire qu'ils se coordonnent pour avoir des financements. Donc on est vraiment sur des échelles de milliards qui vont pouvoir investir dans la politique pour changer la politique dans leurs intérêts. Il y a aussi d'autres choses, c'est qu'il y a plus de garde-fous en France pour l'instant, notamment sur la question universitaire. Les universités sont moins dépendantes de financement privé, même s'il y en a, et sur les règles de financement du politique, où il y a moins de possibilités comme de sponsoriser un candidat sans limite, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc moi, j'ai beaucoup plus fait le lien avec, on va dire, la feuille de route des frères Koch et le réseau Atlas et le financement des think tanks et